Céline, bonjour. Hello Un, Stéphane. un bonjour chaleureux du Québec. Un bonjour chaleureux et très chaud de la France aussi. Aujourd'hui, on va commencer avec les questions parce qu'il y a eu quelques questions au fil des dernières semaines. J'ai donc noté les questions. On va les aborder l'une après l'autre et ça va Mhm. nous permettre aussi d'expliquer ou peut-être de faire une récapitulation de ce qui a été abordé depuis le début de ces capsules, de cette série. Steve Je me réjouis de demande. découvrir Ouais, exact. les Steve questions. demande, bon, vous parlez de trauma. Qu'est-ce qu'un trauma? Comment on pourrait définir un trauma? Il est vrai que je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais ici au Québec, le mot trauma fait peur. Tu sais, c'est comme trauma, on a l'impression que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important, majeur. Alors, comment tu définirais, toi, ce qu'est un trauma? Je suis totalement d'accord. C'est vrai que le mot traumatisme, il fait un petit peu peur parce qu'on associe le traumatisme à quelque chose de grave, d'agression, d'actes de terrorisme, de Oui, guerre. Mais le traumatisme, si on veut le vulgariser, entre guillemets, ou le simplifier, ça pourrait être tout ce qu'on n'accepte pas, tout ce qui a été tellement soudain qu'on a, enfin, il y a ces deux composantes, en tout cas, c'est que c'est soudain, c'est quelque chose d'abrupt comme ça, qui nous prend par surprise et quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter dans le temps, en fait. S'il y a ces deux composantes, c'est ce qu'on appelle un traumatisme. Donc finalement, on se rend compte que là, ça peut être des gros événements, mais ça peut être des choses beaucoup plus simples qui nous ont surpris et puis euh, quelqu'un même qui nous quitte du jour au lendemain, on n'avait pas prévu, enfin on s'y attendait pas. Et voilà, exact. on peut ne pas pouvoir accepter cette rupture. Alors ça paraît pas être quelque chose de si dramatique, mais c'est un trauma. Je raconte souvent, bon, dans ma pratique, la prise de parole, des exemples, et j'en ai à la tonne, des exemples qui peuvent parfois être, sembler quelque chose de relativement léger, mais qui, pour le client, Mhm. a eu un impact majeur. Je prends un exemple, un client qui, lors d'une réunion, s'est permis de donner un commentaire et le Mhm. président l'a regardé et il me disait, le regard de mon président, c'était comme s'il me fusillait sur place. Et maintenant, à chaque fois que je participe à une réunion, Et je je pense à ça. tremble même parfois avant la réunion. Et c'est un dirigeant, là, c'est pas quelqu'un qui a 18 ans, parce que là aussi, il faut expliquer Mhm. que Mhm. il n'y a pas Mhm. d'âge pour vivre un Non. trauma. Il y a des gens qui se disent, moi j'ai des clients, ma plus vieille cliente avait 78 ans, même j'en ai eu une qui avait plus de Mhm. 80 ans, mais ça Mhm. ne Ça m'est veut pas arrivé dire aussi, que oui. plus on avance en âge, plus on est libéré de tout ce qui nous a Non. emprisonné une grande partie de notre vie. Mais souvent, c'est même l'inverse, en fait, hein, Exact. parce que les traumas s'accumulent. C'est ça. Et au niveau de la biologie, ce qu'on pense dans le modèle Peak State, et puis ce que la biologie commence quand même à confirmer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un traumatisme, on a des marques épigénétiques qui s'ajoutent en fait sur ces gènes et qui vont encore plus bloquer, parce que souvent c'est quand même ça bloque l'expression du gène, ça inhibe l'expression du gène quand il y a des traumatismes, et c'est un effet qui va se cumuler comme ça. D'ailleurs, je serais intéressée de savoir, est-ce que tu as fait une séance avec ce monsieur Ah, tout à fait. Ah, tout à et fait. où est-ce que vous avez atterri quand vous êtes allé chercher le traumatisme Ben, en fait, justement, avant dessus? de répondre à ta question, il faudrait rappeler que on peut à peu près régler 70 des problèmes des gens. 70 des problèmes sont ce qu'on appelle des traumatismes simples selon Mhm. la définition de l'Institut, donc biographique, générationnel ou association corporelle. Et dans son cas, c'était un trauma générationnel. D'accord. Et ça nous a pris une séance et il était sceptique. Alors, après une séance, Mhm. et ça va répondre à la question de Chantal qui nous demandait combien de séances ça peut prendre. Ça dépend, mais dans ce cas présent, ça a pris une séance. La personne était très sceptique. Elle me Mhm. disait, parce qu'on va toujours chercher un événement. Dans son cas, c'était clair, l'événement. Et sur une échelle de 0 à 10, il était à 9 en intensité. Et après avoir fait le nettoyage, il était à 0 dans un état de calme, de Mhm. légèreté. Donc, on sait que le processus est terminé. Et là, il était sceptique. Mhm. Il était en train de me dire que je ne vivrai plus ça dans les réunions. Je lui dis, écoute, Mais vis ça, c'est fou. ouais, vis l'expérience, on en reparle la semaine suivante,
Il a eu 2 réunions dans la semaine suivante, il me dit, c'est incroyable. Il dit, je me sens mieux qu'avant. Ben oui, c'est sûr, c'était un trauma générationnel, donc quelque chose que Donc, tu c'était portais. déjà présent avant Et le voilà. fameux regard du directeur. Voilà, exactement. Alors, c'est fascinant Et de vivre ces expériences. c'est vrai que quand on veut travailler sur quelque chose de précis, comme là, dans ce dont tu parles, voilà, il y a eu un événement précis avec un ressenti précis. Alors, c'est vrai qu'en général, c'est très rapide hein, en une séance. Si une personne vient et nous dit j'aimerais régler la problématique de la confiance en soi, bon, là, ça va peut-être prendre un peu plus de temps parce que la confiance en soi, c'est vaste. C'est, dans certaines situations, on peut se sentir pas à la hauteur, pas complètement à l'aise, etc. Mais il peut y avoir différentes situations et puis différents types de traumas aussi qui vont faire que d'ordre général, on n'est pas une personne qui a extrêmement confiance en soi. Donc, c'est vrai que ça peut être très rapide si l'objectif est très clair sur ce qu'on veut travailler, mais si c'est quelque chose d'un peu plus vaste, alors oui, ça peut prendre quelques séances, mais en règle générale, moi, je dis toujours, même sur des cas compliqués et même sur des personnes avec qui on veut travailler sur plusieurs objectifs, maximum une dizaine de séances. Et ça, c'est On fait complètement, énormément de travail en 10 séances. On fait oui, énormément de travail. exact. Et La c'est personne, elle complètement, change déjà. complètement révolutionnaire. Puis, pour rassurer les gens qui nous regardent, ça, c'est notre livre, ce qu'on appelle le manuel diagnostic. Donc, c'est avec ça qu'on travaille et on doit connaître les différents cas, les différents traumatismes. L'aspect sécurité pour l'Institute for the Study of Peak States est vraiment très, très, très important. J'aimerais que tu nous en parles. Mhm. C'est vrai qu'au début de tous ces livres, en fait, Grant explique que simplement la lecture, la connaissance de ce qui est à l'intérieur peut déjà générer des réactions traumatiques. En fait, même la vision d'un film, par exemple, tout simplement un film où vous voyez le développement de l'embryon avec au départ l'ovocyte et le spermatozoïde qui se rencontrent, etc., et tout ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas pourquoi, mais ça peut générer déjà des émotions. Ben oui, parce qu'en fait, inconsciemment, on se replonge dans ce moment du développement, dans notre moment du développement, celui qui nous concerne. Et quand il y a des traumatismes, ça peut déjà réveiller des traumatismes. Donc, c'est vrai que le monde des traumatismes, le monde de nos émotions, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est quelque chose de la plupart du temps inconscient. Et donc, du coup, c'est pas à prendre à la légère, c'est pas anodin, en fait. Aller faire une exploration comme ça dans son corps, dans son inconscient, dans ses mémoires, c'est pas anodin. Donc, ce qui est assez génial, c'est que nous, on a justement ce livre, cette Bible un peu, qui nous permet, grâce au modèle, d'avoir une cartographie des zones qu'on va explorer. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé absolument génial parce que moi, pendant des années, j'ai travaillé avec des chamans, j'ai travaillé en psychothérapie, j'ai travaillé avec différentes approches énergétiques, mais je n'avais pas cette cartographie. Donc, en fait, c'est vrai que ça peut être risqué, même si heureusement, c'est très rare, mais je veux dire, je connais des personnes qui travaillaient par exemple avec la régression, qui allaient visiter des vies antérieures, et puis à un moment donné, la personne elle se retrouvait sur un champ de bataille, complètement paralysée, avec l'impression de mourir, et puis le thérapeute, pourtant il était expérimenté, mais là, il a eu du mal à faire revenir la personne, quoi. Et puis pendant des semaines, elle a été pas bien, etc. Il faut savoir ce qu'on fait, en fait. Il faut savoir où on va et comment est-ce qu'on ramène la personne, entre guillemets, on la ramène dans le présent et on la ramène dans un état où elle est bien, où elle est calme et où elle a libéré le problème. Parce que c'est vrai que le risque, c'est ça, c'est de rester coincé dans un trauma quelque part. Oui, exact. C'est que je rappelle que la différence entre cette approche et d'autres approches, c'est qu'on ne rationalise pas, on ne parle pas de la situation et de ce qui embête la personne dans sa vie. On l'amène dans son corps, on l'associe à une expérience qu'elle a vécue, elle est dans son corps, donc elle ressent les sensations et les émotions et on travaille, on la guide à libérer tout ça. Mais comme tu l'as dit, on ne sait jamais où la personne va atterrir ou quel lien va se créer. Je donne un exemple, tu parlais de film. Alors, je n'ai pas d'enfant, mais j'étais très, très attaché à 2 chiens que j'ai eus dans ma vie, 2 merveilleux chiens. Et lorsque mon premier chien est décédé, je l'ai accompagné jusqu'au dernier moment et ce moment m'a traumatisé. Lorsque je vais toujours me rappeler, aujourd'hui, je revois cette image de mon chien qui est décédé
il était dans la pièce et je me suis tourné la tête et j'ai vu mon chien, bon, qui était là, décédé, les yeux ouverts. Et cette image-là m'a hanté pendant 1 an et demi. À chaque fois que j'y repensais, je replongeais dans une douleur vive, dans la culpabilité, la tristesse. Mhm. Et au même Mhm. moment, j'ai vu un film qui s'appelle Hachi et un film avec un chien. Et ça m'a complètement bouleversé. Ouais, Et avec ouais. Julien, pour ne pas le nommer, qui est un thérapeute Peak States, ben, c'est un des événements que j'ai nettoyé dans ma vie. J'ai un Mhm. deuxième chien qui est décédé l'an dernier et ça n'a pas du tout eu le même impact. C'est-à-dire que Mhm. avec cette approche, on se libère rapidement. Je repense à mes chiens et quand j'y repense, je repense au bon moment que j'ai vécu et je ressens une joie, mais je n'ai pas Mhm. cette tristesse qui est associée. Et oui, le deuil, le deuil, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut travailler. Ça paraît encore une fois assez fou parce que beaucoup de personnes avec qui j'en parle me disent, bon voilà, c'est le travail du deuil, c'est normal, ça prend du temps, C'est il y a ça. des étapes. Mm. Alors c'est vrai, mais en fait ces étapes peuvent être faites très très rapidement. C'est pas une fatalité que de se dire le deuil, ça doit durer tant de mois, tant d'années, ou même ben voilà, ça restera toute la vie. Non. En fait, euh, comme tu dis, tu y as repensé avec joie. Récemment, j'ai fait aussi un travail de deuil me concernant. Euh, euh, parce que à un moment donné, bon, je vais partager, c'est quelque chose d'assez personnel, mais j'ai fait une fausse couche. Et voilà, heureusement qu'avec les Pixels, avec des collègues, j'ai pu travailler sur cet événement. Et en fait, en quelques jours, je suis passée de cette tristesse, de ce désespoir à en fait la gratitude parce que j'ai pu comprendre aussi tout ce que ça m'a amené en fait, tout ce que j'ai vécu pendant ce laps de temps, parce que cette petite âme est venue m'apporter en fait, et c'est vrai que ça paraît assez fou parce que il y a un avant puis un après. Avant, c'est que de la tristesse et du désespoir. Puis après, il y a cette gratitude, voire même cette joie d'avoir vécu ce moment. Donc, je ne parle pas du deuil, mais je parle d'avant, en fait, de ce que ça m'a déjà amené dans cette petite période avant. Puis voilà, je pense que toi, quand tu repenses à tes animaux, c'est un peu la même chose. Que tu parles de la joie, c'est la joie d'avoir connu ce chien, d'avoir eu cette relation-là avec, en fait, Oui. plus qu'au moment où on le perd. Et avant d'entamer cette approche thérapeutique, j'en avais parlé avec quelques personnes, j'en parlais, on essayait de rationaliser, mais ça ne changeait rien à la tristesse Non, profonde que je ressentais. non. Même parfois, ça me mettait en colère parce que quelqu'un m'avait dit, ben là, il faut que tu en reviennes, là. Tu sais, c'est un animal après tout. Et ça avait ajouté de la colère à la tristesse que je ressentais. Hmm. Alors, on ne rationalise pas avec cette approche. On ressent, Non, on se connecte à ce qu'on ressent comme sensation et émotion et on libère. mais surtout quand on parle justement de traumatisme, là, pour le coup, et avec la thérapie Pixex, avec le modèle, en fait, ce qu'on comprend, c'est que, une fois de plus, la tristesse qu'on va ressentir est pas en lien avec exactement cet événement-là, même si ça paraît soit normal, soit exagéré, soit etc., etc. Tout ça, c'est en effet des rationalisations qui n'ont pas lieu d'être. Quand la blessure, elle est ouverte, en fait, elle est juste douloureuse, on ressent juste la tristesse, le désespoir. Et ça, en fait, ça n'a rien à voir avec le contexte, avec ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'on est en train de vivre va simplement redéclencher ou, si on veut, mettre notre conscience à un endroit de la biologie qui fait qu'à nouveau, on ressent cette blessure. Mais la blessure était déjà là avant. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on porte, qui était déjà là avant et qui peut être en lien avec, de toute façon, des événements extrêmement traumatisants, mais qui nous concerne parfois pas, en fait. Donc, l'origine n'est pas forcément dans notre vie à nous, mais en tout cas, elle est là dans notre biologie, on en porte la mémoire, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça va être activé, et on va en souffrir de manière terrible, même si ça paraît être des choses toutes simples, toutes anodines. Et Comme le regard aussi de l'autre exemple que tu prenais, voilà, le regard du directeur, et puis ça prend des proportions incroyables dans le corps de la personne, parce que c'est pas en lien avec le regard du directeur à ce moment-là, c'est en lien exactement. avec le trauma. Et la personne qui tente de rationaliser, de s'expliquer, ben, vit Mm. parfois de la frustration ou se tape sur la tête parce qu'elle se dit, mais c'est ridicule, ce n'est qu'un regard, je suis dirigeant, je n'ai rien à prouver. Et là, je lui dis,
laisse ton ego de côté, laisse complètement la rationalité de côté parce que c'est pas à ce niveau que ça se passe, c'est ce que tu ressens. Et accepte. Pour l'instant, avant de commencer l'approche, je lui disais, pour l'instant, accepte, tout simplement, accepte que pour l'instant, c'est comme ça et on va travailler ensemble. Je vais t'accompagner pour que tu te libères de ça, tout simplement. Depuis des dizaines d'années, peut-être même des millénaires en tout cas, je crois que l'humain n'a pas trop l'habitude d'écouter ses souffrances. En fait, le mental, la rationalisation, c'est ce qu'il a développé, c'est ce qu'il a mis en place pour essayer de diminuer la souffrance. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on utilise avec les peak states, c'est le cheminement inverse, c'est d'apprendre à se donner de l'amour avec notre souffrance, avec ce qui vient nous toucher. Et une fois de plus, quel que soit le contexte, parce que c'est pas ça qui fait qu'on est légitime à souffrir. C'est pas la cause qui va faire qu'on est légitime à souffrir. Et à l'inverse, tiens, j'ai envie de prendre un exemple qui me vient en tête là, parce qu'à l'inverse, je discutais récemment et dans mon entourage, il y a quelqu'un qui est dans le coma, et puis quelqu'un d'autre m'explique que la famille, une des personnes, en tout cas, presque comme si elle n'était pas touchée. Puis en fait, je pense que cette fameuse personne a des peak states. Donc, pour les gens dans l'entourage, ils peuvent avoir l'impression que la personne n'est pas touchée, mais c'est pas ça. C'est juste que la personne a des ressources telles que ça lui apporte une forme de résilience au-delà de la normale. Et du coup, les personnes autour se sentent un petit peu perturbées, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus effondré que ça? Ben, probablement parce qu'il a des peak states, parce qu'il a ces fameux états de conscience qui lui permettent que les choses glissent, en fait, d'être bien, Ouais, malgré les choses terribles qu'il vit. Oui, exactement. Donc, Ben, c'est l'autre contre-exemple. je transpose ça au hockey parce qu'on vit actuellement une série dans la Ligue nationale qui implique le Canadien de Montréal. Et le joueur clé, c'est le gardien de but, Carey Price. Et tout le monde dit il est vraiment dans un état second. Et on le voit, il est hyper concentré. Et on dirait que plus c'est intense, plus l'enjeu est grand, plus il est concentré et efficace. Comme s'il n'y avait rien à son épreuve. Même que lors d'un match, il n'y a pas très longtemps, il a fait un clin d'œil à un joueur. Donc, comme si rien ne l'affectait. Alors, il est probablement dans un peak state, dans un état de conscience vraiment particulier pour être efficace dans son jeu. Alors là, dans le cas que tu prends, c'est ce qu'on appelle l'expérience de conscience, parce que probablement, il y a un contexte qui fait qu'à un moment donné, il est capable de se mettre dans cet état de concentration extrême et qui le met dans un état de conscience qui va au-delà de ses performances habituelles. Dans l'exemple que je prenais, c'est probablement un état pour la personne qui est permanente, en fait. C'est pas cet événement qui l'a mis dans un état différent. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive dans sa vie, il nous l'a déjà prouvé maintes et maintes fois, quoi qu'il arrive dans sa vie, il reste avec un calme, avec une paix, avec une confiance. Voilà, comme si les choses glissaient sur lui, quoi. Et pourtant, il a vécu des épreuves, des grosses épreuves. La nuance est importante, alors que dans l'autre cas, le cas de Carey Price, c'est probablement ce qu'on appelle l'état de flow, l'état de concentration optimale dans une situation X. Oui, la nuance est importante. On parlait de sécurité tantôt. C'est important aussi de mentionner que l'Institut fait des recherches depuis plus de 30 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est créé sur un coin de table là, il y a quelques mois. Là. Il y a toute une équipe de recherche qui est supervisée par docteur Mary. Alors, il y a toute une équipe. J'aimerais que tu nous parles brièvement de l'équipe de recherche parce que je pense que tu en fais partie, ou en tout cas, tu les connais mieux que moi. Oui, tout à fait. C'est vrai que je fais partie de l'équipe de recherche depuis quelques mois. Maintenant, c'est assez récent, mais on est en train de développer tout un nouveau pan d'application et même du domaine de la psychobiologie qui s'appelle la psycho-immunologie, mais on en parlera probablement un peu plus tard dans nos capsules. En tout cas, la recherche au départ, c'est Grant McFetrich, c'est le fondateur, hein, et au fur et à mesure des années, il a travaillé pendant des années et des années avec une équipe de chercheurs
avancées, qui avaient certaines capacités, certains états de conscience. Aujourd'hui, la recherche se fait un petit peu différemment. Donc, elle s'est un petit peu ouverte avec d'autres personnes. Les équipes ont un petit peu tourné, même si la base est toujours là. Et je pense que dans ces 30 années de recherche, si on veut parler de sécurité, c'est important de mentionner à quel point c'est pas anodin et peut-être de donner des exemples. Parce que c'est vrai que dans les gens qui ont travaillé de manière très proche avec Grant, ben, certains y ont laissé leur vie. Donc, au départ, j'avais du mal à y croire. Comment est-ce que, simplement en fermant les yeux et puis en allant faire un voyage dans le corps, pourquoi est-ce qu'on pourrait en mourir? Et en fait, c'est là où ils se sont rendus compte que, par exemple, quelqu'un qui aurait une faiblesse cardiaque, à un moment donné, il vit des émotions tellement fortes quand il retourne à l'origine qu'on demande toujours à nos clients s'il y a des conditions cardiaques, s'il y a des faiblesses, s'il y a des contre-indications pour eux à vivre des émotions très fortes. Donc ça, c'est une des premières choses. Mais aussi, ce qui s'est passé pour eux, c'est qu'ils ont été dans des zones qui avaient, entre guillemets, jamais été explorées auparavant. Donc, il a fallu un peu baliser ces endroits. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques accidents. Il y a eu un autre accident avec l'ancienne partenaire de Grant, donc ça a été vraiment très douloureux pour lui, parce qu'ils sont allés à un moment donné réveiller un traumatisme qui lui a donné des envies suicidaires, et puis elle est passée à l'acte de manière absolument incompréhensible, imprévisible. Donc voilà, c'est les deux personnes qui étaient très proches de lui. Donc le premier qui est décédé d'un arrêt cardiaque, c'est parce que c'était un chercheur, hein, si je ne dis pas de bêtises, il était médecin aussi. Donc c'est des gens qui étaient très proches de Grant et c'est ce qui l'a vraiment motivé à baliser les choses et puis à vraiment donner des indications précises pour que ça ne se reproduise plus et pour que les gens soient en sécurité. Donc, du coup, comment il travaille depuis toutes ces années, ça s'est passé au début quand même hein, de son expérience. Il n'avait pas du tout les connaissances qu'il a aujourd'hui et la compréhension de ce qui se passe dans la biologie qu'on a aujourd'hui dans le modèle. Et au départ, il a donc décidé de mettre en place comme ça des barrières de sécurité. Donc, en fait, tous les processus, tout ce qu'on va tester, tout ce qu'on va découvrir, au départ, c'est lui qui le teste avec son équipe de recherche de premier niveau, en fait, ceux qui sont vraiment actifs dans la recherche. Une fois que tout est balisé avec eux, que ça a l'air d'être OK, il le fait sur tous les thérapeutes qu'on appelle les thérapeutes avancés ou ceux qui ont certains états de conscience qui leur permettent d'avoir une vision de ce qui se passe dans la biologie. Donc ensuite, c'est tous ces thérapeutes avancés qui vont le tester. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de problème, c'est tous les thérapeutes certifiés qui vont le tester. Et il y a des cercles comme ça qu'on va franchir les uns après les autres, un petit peu comme dans la recherche clinique, hein, où on a les stades 1, 2, 3, etc. Ben, nous, on a aussi nos différents stades. Donc, une fois qu'on a fait les tests avec tous les thérapeutes certifiés, on le fait avec tous nos étudiants qui ne sont pas encore certifiés et qui sont volontaires. Et puis ensuite, on va le faire avec des personnes en leur expliquant un petit peu où on en est dans la recherche. Et puis, mais en règle générale, quand on a passé tous les stades en fait, de l'équipe de recherche jusqu'aux thérapeutes et aux étudiants, en règle générale, on a assez de monde déjà pour pouvoir savoir que c'est complètement sécure. Et là, on peut travailler avec nos clients. Donc, tous les thérapeutes certifiés dans ces cas-là peuvent travailler avec les nouveaux protocoles avec leurs clients. Et puis ensuite, au bout de plusieurs années de recul, c'est là où on peut commencer à publier en fait les protocoles dans les livres. Donc c'est ce qui a été fait par exemple pour Sign of the Voice, où il y a différents protocoles d'association corporelle et d'autres. Et d'autres techniques ou approches. Alors, comme Céline vient de le mentionner, donc on vous rappelle que le cadre est très, très clair et très étanche pour vous protéger. Vous avez une entente à signer. On s'assure que vous n'ayez pas de problème majeur dans votre vie qui pourrait vous faire vivre une expérience désagréable. Donc, le cadre étant clair et tout étant communiqué à la personne lorsqu'on commence, ben, c'est comme si le terrain est ouvert et on est prêt maintenant à plonger dans cette approche. Et on termine avec une question qui va être rapide.
Juste, j'en profite qu'on parle de sécurité, peut-être ça peut Oui, intéresser les gens, mais à donner un petit peu les personnes avec qui on va éviter de travailler, juste pour tu parlais voilà, de que les gens gens qui ont des voilà, malaises cardiaques, les gens qui ont voilà, ou problème aussi cardiaque, problèmes faiblesse cardiaque, cardiaques ou faiblesse, problème de effectivement. dos. Problème de Problème, dos, donc typiquement de dos. Donc, par exemple, ma maman au début qui venait d'avoir des fractures, bon, bah voilà, elle n'a pas pu travailler avec ces techniques jusqu'à ce que les fractures soient réellement consolidées. Donc là, c'est tout ce qui fait, si la personne a eu une opération, euh, si on imagine bien que des émotions, parfois ça peut être violent, hein, certaines personnes peuvent avoir même des spasmes, donc on n'est pas à l'abri de ça. C'est pour ça qu'on prend ce genre de précautions. Donc, si une personne vient d'être opérée ou autre, ben, on ne va pas travailler avec ces techniques non plus. Sauf si on la connaît déjà, par exemple. les gens qui ont déjà pensé qui ont déjà eu des pensées suicidaires, Mhm. dans les dernières années particulièrement. Alors, on évite de travailler avec ces gens-là. Les gens qui Ou alors, il faut que ce soit consomment, des personnes spécialisées. ouais, Mhm. exactement. Les gens qui ont des problèmes de personnalité multiples, par exemple, et qui ont été diagnostiqués. Et quand on n'est pas certain, on suggère même aux gens d'aller vérifier, de poser la question à leur médecin pour s'assurer Mhm. que tout soit nommé, clair pour les deux parties Mhm. avant de commencer Mhm. l'approche. Et le diabète aussi, c'est une des choses, c'est pas forcément une contre-indication, mais c'est vrai qu'on va faire attention que la personne soit bien régulée, qu'elle ait tout ce qu'il faut, parce que une fois de plus, les résolutions de traumatisme qu'on va faire, les guérisons, les libérations de traumatisme vont faire qu'à un moment donné, le corps peut avoir une réaction ou alors avoir un besoin accru d'énergie. Donc, on fait aussi attention à tout ça pour les personnes diabétiques. C'est le dernier exemple, je pense, qui est important de citer. Et pour répondre à une question à laquelle on pourra, je dirais, répondre plus en détail ou élaborer lors de notre prochaine capsule, c'est paiement au résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous OK? le saurez dans notre prochaine capsule. Je répète, paiement au résultat. Ce n'est pas rien, là. Non, Eh, c'est complètement innovant pour les thérapies. exactement. Merci, Céline. Merci Stéphane. Belle semaine Alors, à toi bisous et du à très Québec. bientôt à tout le monde. Bye. Ciao.